Moi, je vous entends toujours, oui, très bien. Oui. Bon, ben, je vais te donner la parole. Donc, au désert de l'Université Gustave Eiffel et FINDT, elle va nous présenter ses travaux sur la fusion de données géophysiques et géotechniques pour la caractérisation lithologique de digues de canal. Euh, 30 Oui, minutes maximum pour faire cette présentation. Merci. très bien, je vous remercie. Donc bonjour à tous. Premièrement, je vous remercie à tous d'être présents pour ma présentation et je tiens particulièrement à remercier le jury du prix Jean Gogel qui a retenu ces travaux pour la soutenance orale et aussi particulièrement de me permettre de m'exprimer par visioconférence malgré la distance qui me sépare actuellement de Paris. Je sais que c'est pas forcément facile d'un point de vue organisationnel. Donc je veux souligner que ces travaux ont pu être réalisés dans le cadre d'un précédent postdoc avec un partenariat entre EDF et l'Université Gustave Eiffel, mais je travaille actuellement pour l'entreprise FINDT. Et donc il porte sur la fusion de données géophysiques et géotechniques pour la caractérisation lithologique de digues de canal. Donc je vais d'abord démarrer classiquement avec le problème d'ingénierie. Donc quand on pense aux digues, on pense en général au risque de rupture et au risque d'inondation qui en découlent, ainsi qu'aux catastrophes humaines, environnementales ou économiques qui sont potentiellement associées. Mais il faut savoir que la rupture d'une digue, c'est rarement un problème uniquement hydraulique, mais il s'agit le plus souvent d'un problème géologique qui est mal caractérisé. C'est pourquoi ces travaux ont toute leur place dans le cadre de ce prix. Et donc la question qu'on vient à se poser quand on travaille sur ce type d'ouvrage, c'est qu'est-ce qu'on sait réellement de la structure interne de l'ouvrage qu'on étudie. Donc là, je vous propose une coupe assez classique, hein, quelconque qu'on peut rencontrer sur les digues en France, simplement pour représenter le problème. En effet, en général, on a différents types de matériaux dans les ouvrages qui ont des natures et des hétérogénéités différentes, aussi des discontinuités structurales, donc la présence d'interfaces, potentiellement de failles, donc il y a une incertitude sur la géométrie réelle de l'ouvrage, et surtout on a des ouvrages qui sont très anciens en France, avec donc des informations qui sont très incertaines, très lacunaires. On a beaucoup d'informations historiques qui ont été perdues, qui n'ont pas été numérisées. Du coup, on a des informations qui sont incomplètes et de différentes natures. Donc particulièrement quand on souhaite en connaître un peu plus sur une digue, ce qu'on fait en général, c'est des campagnes de reconnaissance. Donc qui peuvent être soit des méthodes géophysiques, soit des méthodes géotechniques, comme on a vu dans la présentation précédente. Le problème des méthodes géophysiques, c'est que ce sont des méthodes grand rendement non invasives, donc ça c'est le bon côté des méthodes. Le problème, c'est qu'il y a une grande incertitude associée aux résultats qu'on obtient dû à la complexité du problème inverse à résoudre. Et de façon complémentaire, on a donc des méthodes géotechniques qui, elles, sont des méthodes invasives, mais qui vont directement à la rencontre du matériau, qui nous permettent donc d'avoir une bonne caractérisation de notre matériau. Le grand problème de ces méthodes, c'est qu'elles donnent une information qui est simplement ponctuelle spatialement, et rien nous dit que la même vérité peut être rencontrée 500 mètres plus loin ou même 5 mètres plus loin, comme d'ailleurs on l'a vu dans la présentation précédente. C'est un problème très récurrent. Et donc, en général, ce qui est réalisé, c'est une superposition des résultats, à la fois géophysiques et géotechniques, et puis après, un regard, l'expérience, l'œil d'un expert qui vient pour proposer une caractérisation de l'ouvrage. Euh, Ce qui m'amène à poser finalement la problématique de ces travaux de recherche. Comment on va être en mesure d'objectiver cette interprétation lorsqu'on a des données qui ne racontent pas la même histoire? Donc, quand on a des données de différentes natures, typiquement géophysiques, géotechniques, des données qui peuvent être incomplètes, des données qui peuvent être conflictuelles entre différentes sources d'informations. On a des données des fois qui ne racontent pas la même chose, ou encore des données qui sont incertaines. J'insiste ici sur le fait que c'est un problème de géologie de l'ingénieur qui est très récurrent, auquel vous avez probablement été confronté dans votre carrière, mais qui se pose ici dans le cas d'études particulier d'une digue de canal. Donc si on s'intéresse un petit peu au contexte géologique et à l'ouvrage d'études de ces travaux, donc j'ai pu travailler sur une digue de canal qui appartient à EDF, qui est placée en rive droite, qui est placée dans le sud de la France. C'est un tronçon de 1,8 km de long, donc qui s'étend du point kilométrique 10,35 à l'amont au point kilométrique 12,13 à l'aval. Et donc on a réalisé une étude longitudinale depuis la crête de l'ouvrage. Donc l'objectif de ces travaux, c'est d'être en mesure de caractériser la lithologie de l'ouvrage, sachant que c'est un ouvrage très ancien, qui a été construit dans les années 50, 60, avec une mise en service en 63, et on a un véritable manque de données sur la construction. Donc il n'y a pas de caractérisation des marges de sûreté qui ont été faites, et on sait dans les documents historiques qu'il y a eu des désordres à la construction, notamment des phénomènes de glissement de terrain et des phénomènes de tassement. Et donc ça intéresse EDF de caractériser correctement cet ouvrage. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils ont des centrales hydroélectriques qui sont présentes le long du canal, et donc on va éviter tout risque de rupture de l'ouvrage. Donc si on s'intéresse un petit peu au contexte géologique régional, si on dézoome un petit peu, qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui s'est passé depuis l'amont vers l'aval,
Donc d'abord, historiquement, si on s'intéresse au Crétacé inférieur, il y avait une faible hauteur d'eau dans le secteur. Il y a donc eu un phénomène de sédimentation marine qui a conduit à la formation d'une plateforme carbonatée qu'on retrouve en vert ici, donc notre bloc calcaire. Ensuite, au Crétacé moyen, il y a une période d'émersion. Ça, c'est associé à la phase d'orogénèse des Pyrénées. Donc on a pu avoir de l'érosion en surface, mais également des phénomènes de karstification de ces calcaires. Et ça nous intéresse particulièrement pour notre ouvrage. Qui dit karstification dit potentiellement des phénomènes de sous-pression et donc une instabilité qui peut amener à des tassements ou à des glissements de terrain. Puis à l'Oligocène, donc au Stampien supérieur en particulier, il y a eu des nouveaux sédiments détritiques fins qui se sont déposés. Donc ça, c'était plutôt un régime lagunaire, ce qui a permis de créer les argilites qu'on retrouve en rose ici. Et puis enfin, dans une période plus récente, au Quaternaire, on a des dépôts alluvionnaires, des dépôts fluvio-glaciaires, alluvionnaires plutôt fins. Donc c'est pourquoi on peut retrouver des tufs en centre et des dépôts qui sont limono-argileux avec donc des tufs, des éléments carbonatés. Alors ça, c'est pour l'historique de la zone et on retrouve également qui vient recouper notre canal une faille selon la carte BRGM orientée nord-est-sud-ouest. Donc ça, c'est pour la partie historique géologique carte du BRGM. Mais comme on l'a vu dans la présentation précédente, la carte géologique, elle vaut ce qu'elle vaut quand on s'intéresse à une échelle beaucoup plus zoomée et la réalité ne suit pas forcément la carte géologique du BRGM. Ainsi, quand on reprend les coupes historiques de notre ouvrage, on retrouve bien sur la partie amont un substratum plutôt calcaire du Crétacé inférieur. En centre d'ouvrage, on retrouve bien un substratum limono-argileux à marneux avec quelques éléments calcaires. Par contre, quand on arrive sur la partie plus aval, on ne retrouve pas nécessairement les argilites, mais on retrouve plutôt un socle calcaire. Sachant que dans la notice du BRGM, c'était quand même indiqué que ponctuellement, on pourrait trouver des alternances entre les deux. Et pour la partie supérieure de l'ouvrage, localement, on peut retrouver soit des remblais fins, donc plutôt de type limono-argileux, ou alors ponctuellement des remblais plutôt grossiers qui contiennent énormément de brèches calcaires. Donc on a vraiment une complexité longitudinale de l'ouvrage qui est assez typique, malheureusement pour les ouvrages linéaires, avec un substratum qui va changer sous l'ouvrage. Donc si je veux résumer un petit peu le problème qui se pose dans cette étude, l'objectif c'est d'être en mesure de discriminer les ensembles lithologiques le long du profil. Donc on retrouve essentiellement des remblais fins ou des remblais grossiers avec des brèches calcaires, un socle marneux ou un socle calcaire. Donc on va avoir des propriétés mécaniques différentes, des sensibilités différentes à l'érosion interne, et également donc tout ça, ce sont des enjeux qui vont être différents pour la stabilité de l'ouvrage, et c'est ça qui nous intéresse in fine. Donc ce qui m'amène au point suivant, à la campagne de reconnaissance, une fois qu'on a fait ce travail en amont plutôt historique. Donc on a réalisé 3 campagnes de reconnaissance différentes, donc 2 méthodes géophysiques et une méthode géotechnique. Donc pour la partie géophysique, on a utilisé la méthode de tomographie de résistivité électrique et l'étude des ondes de surface qui nous permet de nous renseigner sur la vitesse des ondes de cisaillement, donc la méthode MASW. Sachant que la méthode TRE, elle est plutôt sensible à la teneur en eau, la MASW est plus sensible à la compacité, et l'ensemble de ces méthodes sont sensibles d'une façon générale à la lithologie. Comme je l'ai dit précédemment, le souci de ces méthodes, c'est qu'on a une information qui est spatialisée, mais qui est relativement incertaine. Et donc en parallèle, on a fait des sondages carottés, on en a fait 7 sur l'ouvrage, dont 5 qui recoupent avec le profil de tomographie de résistivité électrique. Et donc ça, l'avantage, c'est qu'on excave le matériau, on peut les ramener en laboratoire, les analyser, donc une information qui est très fiable ponctuellement, mais qui est simplement ponctuelle. Donc voici un petit peu mieux pour représenter là où on a fait les campagnes de reconnaissance. Donc ça, c'est le canal avec l'investigation qui se fait en rive droite. Donc ce que vous voyez en bleu ici, c'est le profil de tomographie de résistivité électrique qui est le plus long. Puis on a 3 profils de méthode sismique que vous voyez en jaune, qui sont beaucoup plus limités spatialement, et nos 7 sondages carottés qui apparaissent en rouge avec les logs associés qui nous donnent la profondeur des interfaces entre remblai et socle. Donc on retrouve en amont plutôt un socle calcaire, en centre plutôt un socle marneux, puis en aval un socle calcaire qui arrive profondément. Donc j'insiste vraiment ici parce que c'est un verrou du problème, c'est qu'on a 3 méthodes qui ne vont pas investiguer le même volume ni la même profondeur, et va avoir des résolutions et surtout des natures physiques qui sont différentes. Donc si je reprends un petit peu les résultats qu'on peut avoir pour chaque méthode, si on regarde les résultats de tomographie de résistivité électrique, typiquement on arrive avec ce genre de profil, avec des valeurs de résistivité. Donc on retrouve des ensembles avec des résistivités plus importantes, que les experts seront associés à des matériaux
plutôt calcaires ou alors à des remblais grossiers. Puis, en centre de profil, on retrouve des valeurs de résistivité qui sont plus faibles, des matériaux plus conducteurs, qu'un expert pourrait associer typiquement soit à des marnes, soit à des remblais fins. J'insiste ici sur le fait que si on fait juste un profil de tomographie de résistivité électrique, c'est très dur finalement de l'associer à des hypothèses individuelles lithologiques, et on est encore plus dans l'incapacité de discriminer les positions exactes des interfaces ou les niveaux d'incertitude associés. Si on passe à la méthode sismique, on retrouve donc sur les 3 profils qui ont été réalisés, en bout et en profondeur, on retrouve des vitesses d'onde de cisaillement qui sont assez importantes. Donc on peut l'associer soit à des calcaires, soit à des remblais grossiers qui contiennent énormément de brèches. Et pour la partie centrale et les parties plus superficielles, on a des vitesses d'onde de cisaillement qui sont plus faibles. Donc ça, on pourrait l'associer soit à des matériaux fins, tels que les remblais limono-argileux, soit à des marnes très peu indurées. Et enfin, pour la partie géotechnique, pour les sondages carottés, on dispose de logs pour chacun des sondages, donc avec la description qui a été réalisée par les techniciens. Donc là, je vous ai représenté uniquement le log du sondage carotté numéro 2. Et on a également les photos de toutes les carottes. Donc là, je vous ai représenté les 4 matériaux qu'on est susceptible de rencontrer sur l'ouvrage. Donc au-dessus, là, c'est les remblais fins de type limono-argileux. Ça, c'est les remblais grossiers, vous voyez, qui contiennent énormément d'éléments calcaires. Les marnes qui sont peu indurées et les calcaires qui sont beaucoup plus compacts. Donc on a pu ramener nos remblais en laboratoire et réaliser des essais d'identification, notamment des analyses granulométriques par tamisage. Et donc j'ai choisi d'utiliser la classification des matériaux avec la norme NFP 11300, qui permet donc de différencier, de quantifier la taille des grains pour différencier les remblais fins des remblais grossiers. Ce qui nous permet d'arriver à cette représentation des sondages. Donc, vous voyez bien les 7 sondages qui ont été réalisés en crête de l'ouvrage, dont 5 sondages qui ont été réalisés sous le profil de tomographie de résistivité électrique. Et donc quand on voit ça, je vous rappelle, on est juste sur 1,8 km de long, donc on est vraiment sur un petit linéaire. Et donc on a des sondages qui finalement viennent confirmer la complexité lithologique avec des substratums à des profondeurs très variables. Par exemple ici dans SC2, on retrouve des calcaires qui arrivent dès 5-6 mètres de profondeur. Et quand on va 300 mètres plus loin en aval, finalement on retrouve plus ce socle calcaire. On a aussi des marnes qui sont localisées et caractérisées en centre d'ouvrage, et des remblais fins que vous voyez en bleu proche de la surface. Donc ici, si on compare ces informations par rapport à l'information géophysique que j'ai présentée précédemment, on a une information qui est plus ponctuelle que pour la partie géophysique. Par contre, on est en mesure de discriminer les 4 matériaux qu'on a identifiés. Là où les méthodes géophysiques, finalement, étaient incapables de discriminer les remblais grossiers des calcaires et les marnes des remblais fins. Donc maintenant, il s'agit de voir comment on va être en mesure de passer de la donnée physique qui a été présentée ici à la caractérisation géologique. Comment on va passer des valeurs de résistivité, des valeurs d'onde de cisaillement, à une caractérisation lithologique qui est spatialisée. Donc pour ça, on a besoin d'un cadre théorique qui va permettre de représenter simultanément différents niveaux d'imperfection. Alors quand on pense imperfection, en général, on pense incertitude. En réalité, c'est plus complexe que ça. Il y a différents types d'imperfections qui existent. Notamment, on a besoin d'un cadre qui va être en mesure de représenter le niveau de confiance qu'on a quant à la caractérisation d'un matériau lithologique. On a également besoin d'un cadre qui va permettre d'exprimer et de prendre en compte le niveau d'incertitude et d'imprécision. Alors souvent, dans le langage commun, ce sont 2 mots qu'on mélange un petit peu à tort et à travers. Et en réalité, il y a une subtilité entre l'incertitude et l'imprécision. Donc j'aime bien présenter ce schéma ici, où par exemple, si on joue aux fléchettes, on a ce résultat-là. Alors on est très précis, mais on n'est pas bon du tout. Du coup, on est très précis, mais très incertain. Et à l'inverse ici, on est mieux, on est plus certain, mais on est beaucoup moins imprécis. On a des résultats qui sont plus dispersés. Donc on a un écart type qui va être plus grand. Ensuite, on a besoin d'un cadre théorique qui va être en mesure de quantifier le conflit entre les sources. Qu'est-ce qui se passe si on fait une campagne? On a une première source géophysique qui nous dit bah, cet endroit-là, moi je considère que ce sont des remblais fins. Une seconde source géophysique qui vient nous dire bah, moi cet endroit-là, je considère que ce sont des calcaires. On a un conflit, une information qui n'est pas cohérente entre les 2 sources. Donc comment on arrive à traiter ce conflit? Et enfin, on a besoin d'un cadre qui est en mesure de prendre en compte l'ignorance et l'incomplétude. Donc l'ignorance, typiquement, c'est l'incapacité d'une source d'information à discriminer toutes les hypothèses lithologiques. Et l'incomplétude, c'est typiquement entre 2 sondages géotechniques, et ben, j'ai pas d'information géotechnique, donc là, j'ai une absence d'information. On parle d'incomplétude.
Donc, il existe un cadre théorique qui répond à tous ces niveaux d'imperfection, qui est le cadre théorique des masses de croyance. Donc, c'est un cadre théorique qui a été développé dans les années 70 par Glenn Schaeffer. Mais ici, je ne vais pas rentrer dans le détail des équations mathématiques, mais je vais simplement présenter uniquement les principes qui vont être utiles pour comprendre les résultats sur cet ouvrage. Donc, il faut savoir que la démarche à adopter dans le cadre de la théorie des masses de croyance, on peut la décomposer en deux phases. Donc, tout d'abord, la première phase, il faut être en mesure de définir les hypothèses lithologiques. Là, c'est un travail qu'on a déjà fait ensemble juste avant dans la présentation. Donc, pour mon cadre, je considère 4 hypothèses lithologiques: remblai fin, remblai grossier, marne et calcaire. Et ensuite, le cœur du travail, ça va être d'être en mesure de traduire chaque méthode d'investigation en caractérisation et niveau de confiance associés. Donc, quelle est la capacité des méthodes à dire ici j'ai du calcaire et quel niveau de confiance je vais associer à cette caractérisation calcaire. Donc typiquement, sans rentrer dans le détail des équations, mais pour intuiter un petit peu et comprendre ce qu'est le cadre théorique des masses de croyance, on peut l'associer un petit peu au cadre probabiliste avec une grosse différence que je vais souligner. Sachant qu'on va avoir, à chaque hypothèse lithologique, on va être en mesure d'associer une masse de croyance, sachant que cette masse de croyance, elle est comprise dans l'intervalle 0,1. Donc plus cette masse de croyance, elle est élevée, plus on a confiance euh, dans l'hypothèse A, comme une fonction de probabilité finalement. Plus P de A tend vers 1, plus la confiance est importante. Sachant qu'ici, on va avoir une somme des masses de croyances attribuées aux différentes hypothèses qui est égale à 1. Et la subtilité par rapport au cadre probabiliste, c'est qu'ici, quand on a une incertitude, quand on a un doute, on est en mesure d'associer une masse de croyances à une union d'hypothèses. Donc si ma source d'information n'est pas capable de discriminer les marnes des remblais fins, je peux associer une masse de croyances à l'hypothèse marne ou remblai fin. Là où une fonction de probabilité ferait simplement une distribution équiprobable en disant je mets P de marne égale 0,5 et P de remblai fin égale 0,5. Donc la théorie des masses de croyances, c'est la grande force et la différence par rapport à la théorie probabiliste, c'est qu'elle permet de représenter l'incertitude et le manque d'informations qui peut venir d'une des sources. Donc là, je vous représente, en fait l'idée c'est on va regarder la distribution de masse de croyance sur chacune des mailles de notre ouvrage, de notre modèle, de notre profil de digue, et on va regarder la distribution des masses de croyance pour chaque source d'information. Donc typiquement, on peut avoir ici sur la maille d'une digue, la méthode électrique qui vient dire, bah, écoutez, moi je ne sais pas ce qu'il y a ici, c'est des marnes ou des remblais fins, donc je mets toute la masse de croyance sur l'hypothèse marne ou remblai fin. Puis la méthode sismique arrive et dit, bah moi, à 70%, je pense qu'ici, ce sont des marnes qui sont présentes. À 20%, je pense que ce sont des calcaires. Et je garde 10% de masse de croyance que je mets sur l'incertitude, sur l'hypothèse calcaire ou marne. Et finalement, les sondages carottés arrivent et tranchent et disent, bah ici, moi, je suis sûr à 100%, ce sont des marnes que j'arrive à excaver. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit, par exemple, si on regarde l'hypothèse calcaire, bah, les sources d'information ne sont pas d'accord. Il y a donc du conflit qui arrive. Et donc, dans le processus de fusion, il va falloir être capable de dealer avec ce conflit et de le traiter. Il y a également un paramètre important, c'est comment on va être en mesure donc de convertir notre information géophysique en caractérisation lithologique. Donc j'ai choisi de prendre un algorithme des camines, donc c'est un algorithme de classification non supervisée qui va permettre d'identifier des groupes cohérents de valeurs, donc notamment pour associer les faibles valeurs de résistivité et de vitesse d'onde de cisaillement à l'hypothèse marne ou remblai fin, et les fortes valeurs à l'hypothèse remblai grossier ou calcaire. Et les valeurs intermédiaires, finalement, elles sont essentiellement associées au doute, à l'incertitude, donc à l'union des 4 hypothèses. Donc, avant même la fusion, ce travail qui est réalisé, ça nous permet d'obtenir ce genre de coupe. Donc, on va représenter ici pour la méthode tomographie de résistivité électrique, en haut ici, on représente l'hypothèse ou l'union d'hypothèses qui a la plus grande masse de croyances associée. Et en dessous, on représente la valeur de cette masse de croyances. Donc, on est en mesure d'objectiver, de caractériser une lithologie à partir des données physiques qu'on avait ici, avec un indice de confiance associé. Donc on retrouve bien nos parties plus résistives qu'on retrouve en vert, donc des remblais grossiers ou des calcaires, qu'on avait ici sur la coupe TRE, et les masses de croyances associées. Pareil pour les matériaux plus fins, et l'incertitude qui apparaît ici en kaki. Pour la partie sismique, de même, on arrive à retrouver nos éléments plus fins sur la partie superficielle au centre, et puis les matériaux grossiers ou les calcaires qu'on retrouve en bout de profil et en profondeur. Ce qui ressort en noir ici, finalement, c'est l'union de toutes les hypothèses avec une masse de croyance qui est égale à 1, pour dire on est sûr de ne pas savoir ce qu'il y a, ce qui est finalement normal puisqu'on n'a pas pu réaliser de profil sismique ici. Donc on est capable ici de quantifier le manque d'informations.
Et finalement, pour la distribution des masses de croyances pour la partie géotechnique, on va associer une masse de croyances proche de 1 au niveau des sondages. Vous voyez, on tend vers le rouge au niveau des sondages. Et cette masse de croyance, elle va décroître latéralement jusqu'au sondage voisin, sachant que cette décroissance de la confiance, elle va être fonction de la distance au sondage, mais aussi de la caractérisation qui a été réalisée dans le sondage voisin. Donc si on a deux sondages qui vont caractériser les mêmes matériaux à même profondeur, on va avoir une décroissance de la confiance qui est beaucoup plus douce que si on a deux sondages qui caractérisent deux matériaux distincts à même profondeur. Donc ça nous permet de spatialiser l'information géotechnique. Donc, quand on regarde individuellement cette caractérisation, on voit qu'on a une caractérisation qui est complémentaire localement, où la TRE, la MSW nous montre bien ici qu'on est sur des remblais grossiers ou des calcaires, puis quand on fait les sondages, c'est cohérent. Et on peut trancher, on peut discriminer, dire bah non, en fait ici c'est bien des remblais grossiers, on peut éliminer l'hypothèse calcaire. Pareil pour ce cercle rouge ici, on caractérise des remblais fins ou des marnes avec la méthode géophysique, et quand on vient réaliser des sondages, on nous indique qu'ici ce sont des remblais fins qui sont présents. Cependant, on voit aussi l'information qui est conflictuelle. Là où la géophysique caractérisait plutôt des remblais fins ou des marnes ponctuellement, les sondages carottés peuvent nous indiquer qu'on a des calcaires. Et pareil ici, on caractérisait plutôt des remblais grossiers ou calcaires avec les méthodes géophysiques. Finalement, c'est des remblais fins en sondage caroté. Et pareil à cet endroit-là. Donc finalement, ça montre bien l'intérêt déjà de réaliser plusieurs méthodes de reconnaissance, parce qu'on voit qu'elles ne sont pas toutes d'accord. Et ça montre bien également l'intérêt qu'il y a de représenter le conflit entre les sources pour voir là où la donnée est problématique. Donc ce qui m'amène finalement à la 5e partie de cette présentation, la partie fusion et comparaison. Donc quels résultats on va obtenir à partir de ces caractérisations individuelles. Donc j'insiste sur le fait que la combinaison ne consiste pas simplement à faire une moyenne, vraiment. On a utilisé une règle de fusion qui s'appelle PCR6+, pour Proportional Conflict Redistribution, qui est une règle que j'ai pu établir avec des co-auteurs en 2021 sur un papier qui a été publié. Donc cette règle de fusion elle va permettre de conserver l'information individuelle, mais aussi de redistribuer proportionnellement le conflit qui est quantifié. Et ça nous permet d'obtenir ce genre de coupe, donc ce résultat ici pour ce cas d'étude. Donc à l'issue de la fusion, on retrouve nos ensembles lithologiques caractérisés et aussi les zones d'incertitude entre plusieurs matériaux. Donc là où il n'y a pas eu de sondage, où on n'a pas été capable de les étirer correctement, de les spatialiser, on retrouve l'incertitude que nous amenaient les méthodes géophysiques. C'est aussi possible d'objectiver la position d'interface, donc l'interface remblai-substratum, et aussi caractériser ici la position de la faille, qui était décrite dans la carte géologique. Donc on est sur un milieu très très chahuté, avec beaucoup d'incertitudes. Et donc on peut offrir finalement au maître d'ouvrage un profil synthétique qui va lui être directement utile, avec notamment une position précise des interfaces, une caractérisation des remblais fins, des remblais grossiers plus ponctuellement, des marnes en centre d'ouvrage et des calcaires plus ponctuellement. Donc, en plus de cette caractérisation lithologique qu'on peut ouvrir au maître d'ouvrage, c'est une grande force de la méthodologie, c'est qu'on est dans la capacité de représenter les masses de croyances associées. Donc finalement, le niveau de confiance qu'on a dans notre caractérisation, dans nos résultats. Et ça, c'est pas une information que les maîtres d'ouvrage ont souvent à leur disposition. Et donc ce type d'information, ça pourrait être également très précieux pour savoir où est-ce qu'on peut renforcer l'investigation dans le futur. Donc typiquement, là où on a le niveau de confiance le plus bas, on peut renforcer l'investigation avec d'autres positionnements de sondage. Typiquement, on pourrait même imaginer une campagne où on réalise d'abord un profil géophysique type TRE, on voit où sont les niveaux de confiance les plus bas, où l'incertitude est la plus élevée, et on prescrit de réaliser le premier sondage à cet endroit. On fait un premier processus de fusion, on regarde désormais où sont les niveaux de confiance le plus bas, et on peut prescrire de réaliser une nouvelle investigation à une nouvelle position. Savoir finalement où l'investigation géotechnique a le plus de valeur, plutôt de faire comme on peut faire classiquement, un sondage tous les 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres. Et enfin, cette méthodologie qui a été développée permet de mettre en évidence le niveau de conflit entre les sources. Donc il apparaît ici en rouge, et finalement il fait écho aux zones que j'avais décrites plus tôt, comme étant en contradiction entre les différentes méthodes. Donc ça aussi, c'est un type d'information qu'on n'a pas l'habitude de retrouver quand on fait une étude lithologique ou quand on fait un diagnostic d'ouvrage, mais ça permet d'objectiver les limites et la complémentarité des différentes méthodes de reconnaissance. Donc lors de ce travail en partenariat avec EDF que j'ai pu réaliser, donc j'ai d'abord proposé ces résultats avec la méthodologie de fusion, et suite à cela, EDF est venu avec sa propre caractérisation d'expert qui a été réalisée sur l'ouvrage, donc on a pu comparer, donc voir un petit peu la plus-value de la méthode par rapport à ce qu'aurait fait un expert à partir des mêmes données. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir sur votre écran, mais la première satisfaction
quand on a pu comparer les résultats post-fusion, donc ceux-là, et les résultats experts que vous voyez en bas, c'est une cohérence de la caractérisation. Donc on retrouve notamment les remblais fins en proche surface et un socle marneux en centre. On retrouve également les éléments calcaires ici, à la fois sur la partie aval et sur la partie amont, et aussi les remblais grossiers avec des brèches calcaires plus localement. Par contre, on voit ici l'apport de la fusion, hein, par rapport à la caractérisation d'experts plus classique. Ici, dans cette caractérisation, finalement, il y a une décision d'expert qui est plus intuitive. Intuitive, j'aime pas trop le mot, mais on va dire qui est basée sur l'expérience, sans être en mesure de l'objectiver, de le quantifier. On a des interfaces du coup qui sont estimées. On a plusieurs interfaces qui sont proposées. On a également des zones plus ambiguës qui ne sont pas localisées et un niveau d'incertitude qui est complètement implicite. On n'a rien de quantifié. Là où avec la méthode de fusion, on a des décisions qui peuvent être appuyées par un indicateur, des interfaces qui sont objectivées et un niveau d'incertitude qui est quantifié. On est également en mesure d'identifier les zones qui sont mal contraintes et le niveau de conflit. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière et on souhaite comparer ces résultats avec l'analyse géologique de la zone qu'on avait à partir de la carte BRGM, on retrouve une cohérence avec l'historique de la région. Notamment, on va retrouver ici le socle calcaire en amont et le substratum marneux ici qu'on retrouve au centre. Par contre, on n'arrive pas à caractériser avec certitude les argilites entre les PK 11,8 et 12, mais finalement la coupe historique qu'on avait non plus n'y arrivait pas. Et on voit ici qu'on a encore une grosse zone de doute. Donc ça montre qu'il y a un intérêt à renforcer l'investigation, notamment en réalisant des sondages ici. Mais ça reste quand même une zone délicate où on peut retrouver à la fois des formations calcaires ou argilites, d'après la notice du BRGM. Donc finalement, on a du doute, mais la bonne chose, c'est que la méthodologie, elle est capable de le dire, qu'il y a un niveau de doute. Ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on a une analyse d'experts telle que c'était proposé par EDF. Donc si je viens sur la partie synthétique un petit peu de ces travaux, je tiens à insister le fait qu'on peut généraliser cette méthodologie à d'autres contextes et à d'autres méthodes. On peut également avoir une approche plus 3D, malgré le fait qu'ici on a insisté sur un profil 2D de l'ouvrage. Et j'ai d'ailleurs pu commencer à utiliser cette méthode dans d'autres contextes. Donc notamment, en partenariat avec EDF également, j'ai pu tester cette méthodologie pour quantifier le risque de liquéfaction en identifiant les couches sensibles sur des ouvrages hydrauliques. Et je commence à travailler, à encadrer une thèse où on vient fusionner des informations radar, donc GPR, et des données hyperspectrales pour localiser les fuites d'eau dans les réseaux d'eau potable. On a également utilisé cette méthode avec différents types de données géotechniques, notamment des données de pénétrodynamiques ou statiques, et différentes données de laboratoire avec différents types d'essais d'identification. Ensuite, on peut penser utiliser cette méthode avec d'autres types de problématiques, notamment les tunnels. On se retrouve avec des hétérogénéités lithologiques le long du tracé, pareil, avec des profils qui peuvent être relativement longs. Pareil, dans un contexte de fondation de barrage, lorsqu'on souhaite s'intéresser aux problématiques d'ancrage, on souhaite en général caractériser correctement le substratum, voir s'il est fracturé, s'il y a un risque, ou encore pour des problématiques un petit peu moins profondes, mais des problématiques de pédologie ou d'agriculture, sur la caractérisation d'horizons et d'interfaces entre différents horizons de sol. Donc si j'en arrive à la conclusion un petit peu de ce travail, finalement, on a réussi à faire une caractérisation interne de la digue à partir de données très hétérogènes, donc à la fois à partir de données géophysiques différentes, qui s'exprimaient à différentes échelles spatiales, donc la tomographie de résistivité électrique, l'étude des ondes de surface, aussi des données géotechniques ponctuelles, donc les sondages carottés, avec des interprétations, on l'a vu localement, qui sont parfois contradictoires entre elles. On a pu développer une méthodologie et utiliser la méthodologie de fusion qui est basée sur la théorie des masses de croyances, qui nous permet de représenter différents niveaux d'imperfection, notamment la représentation explicite de l'incertitude, de prendre en compte l'imprécision et l'incomplétude des sources d'information, et enfin de quantifier spatialement le conflit qu'on peut avoir entre nos sources d'information. Et finalement, ça apporte réellement quelque chose pour le diagnostic d'ouvrage hydraulique, notamment une caractérisation plus robuste des matériaux. On identifie les zones qui sont mal contraintes et ça peut potentiellement aider à la planification des investigations complémentaires en prescrivant de réaliser de nouveaux sondages ou de nouvelles acquisitions géophysiques là où l'incertitude est la plus grande. Et je terminerai sur le fait qu'on peut utiliser cette méthode, j'insiste, dans d'autres thématiques, d'autres domaines que celui des digues de protection. Je vous remercie pour votre attention.